Imaginez, vous êtes le capitaine expérimenté d'une goélette et d'un équipage de 8 personnes qualifiées. Vous naviguez dans les Caraïbes à quelques nautiques des côtes. Il fait nuit, il fait chaud, le temps est très calme, la mer est lisse et vos voiles peinent à s'amorcer. La météo n'annonce rien de particulier et vous laissez le quart à votre second avant d'aller vous étendre dans votre cabine. Moins de 2 heures et demie plus tard, vous êtes trempé, gelé, au fond d'un radeau de survie, sur une mer démontée, battue par la pluie et dominée par des éclairs qui claquent juste au-dessus de vous. Votre navire à bord duquel vous preniez des décisions il y a encore 30 secondes a déjà sombré et vous avez perdu un quart de votre équipage. C'est ce qu'a vécu le capitaine de la goélette de Galan le 21 mai 2024. Bienvenue dans cette vidéo qui va s'attacher à analyser le naufrage de la goélette de Galan l'année dernière et pour ça, je m'appuie sur le rapport du prestigieux Bureau Enquête Accident dont la renommée est internationale et l'expertise universellement reconnue. Il est surtout très connu pour ses enquêtes dans le secteur de l'aérien et il est systématiquement engagé lorsque des accidents impliquent des Français, des véhicules français ou le territoire français. Mais il n'est pas rare et même courant que le BEA prête son expertise et ses ressources à d'autres pays et en dehors de son cadre d'emploi national. Le BEA Mer s'occupe des incidents maritimes et produit en moyenne une dizaine de rapports par an, des rapports préliminaires qui surviennent quelques semaines à quelques mois après l'accident et des rapports définitifs qui surviennent quelques mois, voire des années après. Ces rapports ont vocation à faire la lumière sur toute la chaîne des événements qui ont mené à une catastrophe, à analyser les causes profondes sans distribuer les fautes aux acteurs et surtout, à la fin de chaque rapport, le BEA tire des conclusions en émettant des propositions de modification ou de création de nouvelles procédures et conduites. Il va compiler des listes de points qui vont épaissir la connaissance humaine des phénomènes et des situations possibles et qui sont destinées à être diffusées. Ensuite, le BEA va compiler des recommandations et qui sont plus destinées aux acteurs de l'incident pour tenter de résorber des failles de sécurité qui auraient été mises en évidence dans le rapport. Les commandants de bord, qu'ils soient plaisanciers ou professionnels, sont très fortement invités à régulièrement lire ces rapports pour s'imprégner des enseignements, épaissir leur conscience du danger et apprendre à reconnaître des signes avant-coureurs ou des situations accidentogènes. Là, on bascule dans l'accidentologie et je vais vous présenter succinctement quelques notions très importantes. En premier lieu, la notion de culture juste. C'est une idée qui est très présente dans l'aéronautique, dans l'industrie et qui fait son chemin dans le maritime. C'est un élément de pensée systémique qui s'attache surtout au fait que les erreurs, les omissions, voire les fautes d'un acteur du milieu sont le résultat de la faillite d'un système, de son organisation, de ses procédures, plutôt que la faillite d'une seule personne. On met alors l'accent sur la critique du système plutôt que sur la répression ou la sanction d'un acteur, fût-il à l'origine d'une catastrophe. Un exemple, au cours d'un crash aérien, on détermine que l'erreur humaine est à l'origine d'une chaîne catastrophique. Un pilote fatigué a confondu deux informations. Eh bien, la culture juste pousse à se demander pourquoi le pilote était fatigué, à déterminer que c'est le cycle de rotation des pilotes qui est trop long, et que c'est ça, et non l'erreur humaine, qui est à l'origine de la catastrophe. On va alors créer de nouvelles procédures, réformer le système pour que ce ne soit plus la fatigue qui puisse être à l'origine d'erreurs. Sanctionner le fautif ne résout aucun problème de sécurité. Et dans le cas du rapport qui nous occupe, le BEA l'écrit noir sur blanc en chef de ses recommandations. Une recommandation de sécurité ne doit en aucun cas faire naître une présomption de responsabilité ou de faute. Une autre notion très utile, c'est la notion d'alignement de plaques. Ça nous vient des années 90 et d'un chercheur, James Reason, qui à son époque a théorisé les chaînes catastrophiques sous la forme d'une analogie d'une série de plaques à trous. Chaque plaque est une procédure et on postule que chaque procédure a des angles morts, des failles et que tant qu'on ne les a pas encore découverts, on ne sait pas où sont ces trous. Dans un environnement risqué,
Le danger se présente comme un faisceau que ces plaques vont arrêter. Le faisceau bouge et occasionnellement va se produire un alignement de plaques. Des trous vont s'aligner et laisser passer le faisceau, laisser passer le danger. Alors l'idée est simple. À chaque fois qu'on découvre une faille, on rajoute une plaque. On rajoute une procédure en partant du principe que, de une, toute procédure est faillible. De deux, un incident est par nature d'origine systémique. Et donc que ces facteurs contributeurs sont toujours multiples. À ce moment-là, on joue sur les probabilités. Plus il y a de plaques, plus on diminue la probabilité d'un alignement de plaques. La faillite d'une seule procédure ne doit pas provoquer l'accident. Mais il faut la faillite de plusieurs procédures pour qu'il y ait accident. Si vous avez entendu dire qu'un accident est toujours multifactoriel, eh bien c'est à cause de la façon dont l'accidentologie a évolué ces dernières années. À chaque accident, donc, les enquêteurs utilisent ce cadre conceptuel pour étudier les faits, identifier les dangers, les plaques, les trous, et en proposer d'autres. Alors pourquoi est-ce que je me suis autant éloigné de cette goélette? Eh bien parce que ces notions-là, je voulais absolument vous les partager, elles sont utiles partout, en bateau, en avion, en voiture, et vous risquez d'en entendre parler bientôt en entreprise. Ils sont sous-entendus dans chaque analyse de sinistre. C'est donc armé de ces éléments-là que nous abordons ce rapport. Nous sommes dans les Caraïbes le 11 mai 2024. Le voilier cargo De Galant, gréé en goélette franche aurique, appareil de Santa Marta en Colombie, chargé de 22 tonnes de marchandises. Sa destination est Horta aux Açores. Son équipage est constitué de 8 personnes, soit 4 marins professionnels et 4 passagers. Il s'agit d'une liaison commerciale. Le De Galant est depuis quelques années sous la lumière de la grande presse, car il participe d'un projet écologique de restauration de la marine à voile. Le 19 mai, le navire franchit le Windward Passage entre Cuba et Haïti, un couloir très célèbre qui le place dans une zone fréquentée, proche de la côte et au cœur d'une zone bien structurée. Il fait donc route au nord. Depuis l'appareillage, le navire est sous alizé, un vent caractéristique des Caraïbes de secteur Est. Il est très faible et le voilier s'est aidé au moteur pendant les 10 heures précédentes. Le 20 mai, au soir, le De Galant passe à l'ouest de l'île de Great Inagua, sous grand voile, misaine, trinquette, foc et clin foc. Le vent est d'est d'environ 10 nœuds et le navire avance à 70 degrés du vent à une vitesse d'environ 2 nœuds. C'est donc très lent. Le De Galant est un voilier gréé en goélette. Il a donc 2 mâts, dont celui arrière, le grand mât, est plus haut que celui à l'avant, la misaine. Il mesure 28 mètres de long, 6,6 mètres de large, une jauge brute de 88 unités et une capacité de transport de 35 tonnes. C'est une coque en fer construite en 1916 aux Pays-Bas, initialement gréée en ketch avant de subir quelques modifications. Il passe par de nombreuses mains avant de connaître celle de la BSC, la Blue Schooner Company, en 2017. Cette compagnie, basée dans le Finistère, arme le navire pour l'exploiter en Atlantique pendant l'hiver et en cabotage européen pendant la saison des cyclones. Depuis 2017, il a effectué pas moins de 13 traversées. Pour autant, il ne bat pas pavillon français, mais arbore un pavillon de complaisance du Vanuatu. Vous vous en doutez, ce détail va avoir son importance dans la suite des événements. Niveau gréement, il dispose d'une grand voile, d'une misaine, d'un foc, un clin foc et une trinquette. Il peut également sortir des flèches, des sortes de focs inversés, situés en haut de mât. L'équipage est composé d'un capitaine, d'un second, de 2 matelots professionnels et enfin de 4 passagers habitués à la voile qui payent pour leur traversée et qui participent aux manœuvres. Le capitaine a 49 ans, titulaire du brevet de capitaine, diplômé en 2005 d'une école de marine marchande et il a surtout beaucoup navigué à bord de l'Astrolabe, un énorme navire brise-glace de patrouille et d'expédition polaire.
Il est également le cofondateur de la BSC, la société armateur du navire de galon. Le second, lui, est âgé de 33 ans, il a fait une première carrière dans la Marine nationale, il a passé le brevet de capitaine de sang en 2023, et dans la foulée, un brevet de mécanicien 250 kW. C'est donc assez récent, mais le second connaît son milieu. Le matelot numéro 1 a 29 ans, titulaire du certificat de matelot de pont depuis 2023. Le matelot numéro 2, lui, a 31 ans et est titulaire du certificat de matelot de pont depuis 2023. Pour les passagers, le profil n'est pas connu. Alors en bref, dans l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit du lundi au mardi 21 mai 2024, la goélette de Galon se trouve surprise par l'apparition d'une supercellule orageuse avec des vents violents. Sous l'effet du vent, le navire se couche 2 fois sur bâbord avec une forte gîte, ce qui a pour effet de noyer le compartiment machine. Avec une prise d'eau massive, le navire sombre en quelques minutes. Les rescapés se hissent alors sur un radeau de survie et s'aperçoivent de la disparition des 2 matelots. Alors dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, on va dérouler l'événement tel qu'il a été reconstitué par le faisceau des témoignages des rescapés. On va se placer de leur point de vue, donc les heures vont être exprimées en temps local ou en LT pour Local Time. Le dimanche 5 mai 2024, une relève d'équipage est effectuée au port de Santa Marta, en Colombie. C'est anecdotique, mais ça signifie que l'équipage est bien reposé. Le 11 mai, on charge dans la cale centrale 18 820 kg de café et de cacao conditionnés dans des sacs et des boîtes. La marchandise n'est pas arrimée, les sacs font clé entre eux et sont à barreauter, limitant ainsi la possibilité d'un ripage de la cargaison. Un complément de chargement est réalisé dans le carré à l'avant tribord, dans une zone réservée à la marchandise et qui se situe entre la cloison centrale et le bordé tribord. Ce chargement de 3510 kg est composé de café, de sucre, de fèves de cacao. Là aussi, les sacs font clé entre eux. Donc en tout, la cargaison fait pas loin de 22,3 tonnes. Je vous rappelle que la masse maxi du cargo pour ce navire est de 35 tonnes. Le 11 mai au soir, le navire débute son voyage à destination de Horta aux Açores. Le capitaine dispose de 8 personnes à bord. Il décide d'organiser 2 bordées qui vont se relever l'une l'autre en équilibrant un petit peu les compétences entre les 2 équipes. La première bordée composée du capitaine, du matelot numéro 2 et de 2 passagers. La seconde bordée est composée du second, du matelot numéro 1 et de 2 passagers. Et il organise l'écart de la façon suivante, de 6h à midi, de midi à 18h, de 18h à 22h, de 22h à 2h du matin et de 2h du matin à 6h du matin. Là, ce qui est intéressant à observer, c'est que le capitaine a décidé d'organiser 5 quarts. Il y en a 3 de jour et il y en a 2 de nuit. Les quarts de jour sont extrêmement longs, 6 heures, et les quarts de nuit un petit peu plus courts, mais longs quand même, 4 heures. Les prévisions météorologiques sont prises à minima 2 fois par jour via le service Iridium, qui est un service de distribution d'informations et de téléphonie par satellite bien connu. Le 19 mai au soir, le navire sort du Windward Passage, la route qui permet de passer entre Cuba et Haïti. Dans la matinée du 20 mai, le navire se trouve dans l'ouest de l'île de Great Inagua. Les conditions météorologiques sont plutôt clémentes. La mer est calme avec environ 10 nœuds de vent. En soirée, le navire fait route au nord-nord-est à une vitesse d'environ 3 nœuds. À ce moment-là, le navire est sous grand voile et misaine pour les 2 mâts. À l'avant, il est sous foc, sous clin-foc et sous trinquette, ce qui est plutôt normal vu la faiblesse du vent. Durant le quart de 18h à 22h, on ne relève aucune activité particulière. Le capitaine effectue une relève de quart avec son second et lui laisse des instructions de quart. Il lui demande de le réveiller si un changement de temps est observé ou si une manœuvre des voiles est nécessaire. Point de vue météo, il n'y a aucun grain, aucun orage observé, le vent est faible et toujours de secteur est. Le 21 mai vers minuit 15, temps local, le second décide de réveiller le capitaine. Il vient d'observer une activité orageuse
par-delà l'horizon. En clair, il voit des reflets d'éclairs dans le sud. Alors le capitaine prend la mesure de la situation. Le vent est toujours très faible, de secteur est. Le navire avance à 3 nœuds et le capitaine observe en effet une activité orageuse dans le sud de sa position. Comme la cellule orageuse n'est pas au vent, le capitaine en déduit qu'il n'a pas grand-chose à craindre. Effectivement, la probabilité, c'est que la cellule orageuse soit poussée vers l'ouest par le vent d'est. Donc dans cette situation, tout est calme, et c'est vrai qu'en apparence, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le capitaine décide tout de même d'adopter une posture prudente, et il télécharge un lot complet de fichiers météo. J'ouvre ici une parenthèse pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'un rapport météo, mais bien de fichiers météo, qui permettent, en plus du rapport, qui est un résumé d'analyse, de faire sa propre analyse. Il s'agit de cartes isobars, de température de surface, d'électricité atmosphérique, mesurées par des satellites et des capteurs spéciaux, des mesures d'activité de houle sur toute la région par différentes plateformes fixes, tout ça compilé dans des centres de données régionaux et téléchargeables à tout moment. Fin de la parenthèse. L'examen de ces données n'indique aucune situation particulière, mais notre capitaine fait tout de même préparer la drisse et le halba de Klein-Fock afin de permettre une manœuvre d'affalage rapide. Et là-dessus, il retourne dans sa cabine. À 2 heures du matin, temps local, la relève de quart est effectuée. La bordée A prend la relève de la bordée B. La vitesse fond du navire est de 1 nœud avec un vent toujours très faible. Il est observé au radar une activité orageuse dans le sud et dans le sud-ouest à plus de 13 nautiques. Vers 3 heures, temps local, le capitaine détecte au radar la présence d'un nuage apparu dans le nord-ouest, mais il n'observe pas visuellement d'éclairs. Là, il faut préciser, le nuage n'est pas apparu à l'horizon en se déplaçant, il vient de se former spontanément et très rapidement juste en face du navire sur sa route. Le capitaine décide de manœuvrer au nord-est pour s'écarter de la route du nuage. On relève à ce moment-là un vent de 5 nœuds, et par ailleurs, la mer est très calme et la luminosité nocturne est excellente. Mais toujours prudent, il décide de réduire un petit peu la voilure et d'amener le Klein-Fock. Pour ça, il va réveiller une partie de la bordée de garde qui dort. Il faut différencier la veille et la garde quand on est de quart. Sur les 4 personnes de la bordée, on n'a souvent pas besoin de tout le monde, donc on a 2 personnes qui vont faire la veille et les 2 autres qui vont être de garde. L'ensemble de la bordée de quart, réveillée, observe alors une chute brutale et massive de la température, accompagnée d'une sensation de froid insoutenable. C'est là que tout s'accélère. Soudain, le navire est pris dans un orage très violent. La visibilité devient réduite sous de très fortes précipitations. Le vent établi est fort, avec de fortes rafales. Le capitaine choque en grand les écoutes de grand voile et de misaine, ainsi que les retenues de baume et de cornes, afin de diminuer la prise au vent, de diminuer la portance sur les voiles. Ils sont dramatiquement surtoilés. Au même moment, le second réveillé se rend à l'avant du navire avec un des passagers pour affaler. Le navire est tribord à mur, il se prend 55 nœuds de vent, il n'a quasiment plus de vitesse dans l'eau, et vu son tonnage, on ne peut pas considérer qu'il soit très manœuvrant. La situation est passée de calme à critique en quelques dizaines de secondes. Dans cette situation chaotique, une très forte rafale vient frapper le navire. Je vous rappelle que dans le milieu maritime, ces termes-là sont codifiés. Ils renvoient à quelque chose de mesurable. À ce moment-là, le navire prend une très forte gîte et embarque de l'eau de mer au-dessus du pavois. Réaction immédiate du capitaine, il démarre le moteur à partir de la timonerie, là où il y a la barre, pour manœuvrer plus facilement et se dégager. Il déclenche l'alarme générale pour être certain d'avoir tout le monde sur le pont. Avec la gîte très importante, de l'eau est entrée dans le carré équipage. La risée brutale étant passée, le navire s'est redressé, mais pas complètement. Le capitaine décide de démarrer le groupe électrogène auxiliaire au moteur afin d'activer la pompe d'assèchement, ce qu'on appelle la pompe de cale, pour évacuer l'eau de mer du carré. Le démarrage du groupe ne peut pas se faire depuis la timonerie et nécessite de descendre dans le compartiment moteur. Et son accès se fait par la descente principale à bâbord du navire. Au moment où il descend, le navire subit une seconde risée catastrophique. Le navire se couche sur bâbord, l'eau de mer s'engouffre dans la salle des machines par l'ouverture de l'accès au compartiment qui est restée ouverte. Le capitaine se retrouve alors accroché à l'échelle de descente sous un torrent d'eau. Le moteur de propulsion stoppe, la machine est noyée et le capitaine arrive tout juste
à s'extraire. Le compartiment moteur, lui, est envahi jusqu'au plafond. La situation est catastrophique. Le navire se relève mal, il gîte, il est toujours surtoilé, son moteur est hors service et il continue de prendre l'eau. Arrivé sur le pont, le capitaine prend la décision d'abandonner le navire et en informe l'équipage. Il récupère les combinaisons de survie qui sont dans la passerelle et les donne au second pour qu'il les distribue. L'équipage se regroupe le long des emménagements à l'arrière tribord pour enfiler des combinaisons de survie. Le capitaine, lui, est resté en timonerie et transmet 2 messages de détresse sur les 2 VHF ainsi que sur l'Iridium. Mais faute de temps, il ne spécifie pas la nature de la détresse. De toute façon, c'est futile, de l'eau de mer est en train de s'engouffrer dans la passerelle et a déjà noyé les batteries GMDSS. Le Global Maritime Distress and Safety System, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de normes conventionnées qui réglementent le matériel de communication en mer. Le capitaine déclenche alors une balise de détresse COSPAS SARSAT EPIRB et la donne au matelot numéro 2. Une balise de détresse individuelle de type PLB est aussi déclenchée et il la donne au matelot numéro 1. Ok, là ça fait beaucoup d'acronymes, donc on va juste faire un petit point pour déblayer tout ça et on n'a vraiment pas besoin de rentrer dans les détails. COSPAS SARSAT, qu'est-ce que c'est? C'est un programme international qui vise à harmoniser les règles d'utilisation du réseau satellite dans le cas de la détresse maritime. L'EPIRB, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme anglais qui signifie Emergency Position Indicating Radio Beacon, ni plus ni moins qu'une radiobalise de détresse, en français une RBLS, une radiobalise de localisation des sinistres. Les EPIRB, généralement, ce sont des grosses balises qui sont flottantes, qui sont hydrostatiquement larguées, et en général, on en trouve une par bateau. Une PLB, qu'est-ce que c'est? Ça signifie en anglais Personal Locator Beacon. C'est une radiobalise de détresse qui est individuelle. Bien souvent, elle est moins puissante, elle est plus petite, et on peut l'emporter sur soi. Il tente également de retourner dans la timonerie pour récupérer un sac de survie étanche dans lequel se trouvent des papiers d'identité ainsi que les papiers du bateau et 2 radios GMDSM portables. Et c'est effectivement la bonne procédure d'abandon car en plus des balises de détresse, les radios portatives sont équipées de l'ASN. En français, l'appel sélectif numérique, en anglais Digital Selective Calling, et qui a, entre autres, la propriété de transmettre toute une série de métadonnées à chaque communication, et notamment la position GPS. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt. Si on a une portative, il faut toujours l'amener avec soi, même si son rayon est de quelques kilomètres. Cependant, en voyant le navire en gîte avec de l'eau qui continue à s'y engouffrer, le capitaine y renonce. Sur ce, il retourne à l'extérieur tribord du navire. Il enfile sa combinaison de survie à moitié et il va filer un coup de main à préparer les radeaux de survie qui se trouvent à l'avant du navire. À ce moment-là, le navire commence à sombrer par l'arrière et coule presque instantanément. Je vous le rappelle, l'équipage est sur le pont, attaché au navire et les radeaux ne sont pas encore déployés. Heureusement, de nos jours, les radeaux de survie peuvent se libérer automatiquement sous l'effet de largueur hydrostatique. Donc non seulement ils se gonflent, mais également ils se larguent car ils sont au départ attachés au navire. Malgré cela, un des 2 radeaux se déploie à l'envers, il sera ensuite amarré à l'autre radeau qui lui s'est déployé correctement et il sera retourné au lever du jour. Donc à ce moment-là, le navire vient de passer par le fond et il semblerait que l'équipage et les passagers aient été aspirés par la masse du navire. Les témoignages varient, le temps estimé passé sous l'eau est assez inégal, ça va de 5 à 30 secondes. En refaisant surface, les rescapés sont proches des radeaux. Ils s'accrochent donc à l'un des 2 radeaux, mais l'état de la mer rend compliqué de monter à bord. Donc ils vont s'y accrocher une partie de la nuit. Heureusement, la mer est plutôt chaude et vous allez voir que ça aussi, ça va avoir son importance. Et c'est une fois dans le radeau qu'ils s'aperçoivent que les 2 matelots manquent à l'appel. Ils commencent à les chercher visuellement dans la nuit. Je vous rappelle qu'il est 3 heures du matin. Hein. Ils les appellent et ils utilisent les sifflets de leur combinaison de survie. Un peu plus tard, 2 lumières clignotantes sont aperçues proches l'une de l'autre et qui pourraient être celles des 2 marins disparus. Mais au lever du jour, les rescapés s'aperçoivent que les 2 lumières qu'ils ont aperçues proviennent bien de 2 gilets autogonflants vides. Nous sommes le 21 mai 2024, il est 7h45, heure locale. Les rescapés entendent le bruit d'un hélicoptère, ils tirent 2 fusées de détresse et attirent son attention. C'est un hélicoptère des US Coast Guards
Et en effet, la base aéronavale de Guantanamo à Cuba n'est pas très loin, et toute la zone SAR est sous leur responsabilité. Parenthèse. Mais alors, d'où viennent ces fusées de détresse alors que le capitaine n'a pas réussi à récupérer le sac de survie dans la passerelle? Eh bien, sachez que la législation internationale pour les radeaux de survie obligatoires sur les navires hauturiers, même en plaisance, impose que toute une série de matériel soit déjà présent dans les radeaux. Par législation, donc, les radeaux se gonflent automatiquement, se larguent automatiquement et contiennent généralement des couvertures de survie, des rations, une pagaie qu'il vous faut monter, des fusées de détresse et une lampe. Un plongeur est mis à l'eau et il rejoint le radeau. Le capitaine, dans la mesure où les rescapés ne sont pas dans un danger immédiat, demande aux sauveteurs de retarder un petit peu leur évacuation pour utiliser l'hélicoptère et quadriller la zone à la recherche des 2 matelots disparus. Encore une parenthèse. Bien. Dans les conventions internationales SAR, Search and Rescue, le chef de bord d'un véhicule primo-intervenant est toujours nommé On-Scene Commander. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un navire qui émet un SOS. Ce SOS va être capté par tout un tas de gens et ça va déclencher une chaîne de secours allant jusqu'au MCC. Le MCC, c'est le contrôle mission. Ça signifie Mission Coordination and Control. Ce MCC va détacher des moyens. Par exemple, un hélicoptère qui va faire route vers l'emplacement du SOS. Vous allez avoir aussi des gens dans la zone, d'autres navires par exemple, qui vont entendre le Mayday et le MCC va les contacter individuellement pour qu'ils se déroutent et viennent porter assistance. Très bien. Dès lors, vous avez plusieurs unités sur la scène. L'hélicoptère, qui est lui l'autorité primo-intervenante, va être désigné OSC, ce qui signifie On Scene Commander. C'est une délégation d'autorité du MCC pour coordonner les moyens dans la zone. En général, ça va être le commandant de bord du bateau ou de l'aéronef qui intervient et en plus de la gestion de son véhicule, il va devenir le coordinateur sur place avec un très grand degré de liberté pour décider de ce qui se passe. Dans les faits, quel que soit le statut, le rang, le grade, la fonction de capitaine civil ou militaire sur une scène, elle est toujours dépassée par celle du On-Scene Commander. Donc à l'instant où l'hélicoptère est arrivé sur le lieu du naufrage du Deux Galants, son commandant de bord est devenu de facto le OSC, ce qui supersède à l'autorité du capitaine. Ça, il le sait, et c'est pour cela qu'il demande l'autorisation de rester dans le radeau avec son équipage. La décision est à la discrétion du commandant de bord qui est dans l'hélicoptère, et dans ce cas, il accepte. Les recherches se poursuivent pendant 1h30 environ avant l'hélitreuillage des rescapés, qui sont dans un premier temps accueillis sur l'île de Great Inagua par les Coast Guards américains, avant d'être transférés à Miami. Donc voilà pour le déroulé des événements reconstruits d'après les témoignages des rescapés. Maintenant, on va voir comment l'alerte a été traitée du côté recherche et sauvetage, du côté SAR. Dans cette section, on se place du point de vue de la chaîne de secours qui, par nature, est internationale, donc toutes les heures sont exprimées en temps universel. Le mardi 21 mai, à 8h30 temps universel, soit 3h29 temps local, le JRCC de Miami reçoit une alerte de détresse Iridium émise par la goélette Deux Galants, située à 20 nautiques au nord-nord-ouest de l'île de Great Inagua. Le JRCC, c'est l'équivalent international du CROSS en France. C'est un centre régional qui va coordonner les opérations de secours en mer. Bon, ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo, donc très rapidement et très schématiquement. En 1979, le monde décide de se doter d'une convention internationale pour la recherche et sauvetage en mer. On va essayer d'harmoniser un petit peu les procédures, les équipements, les doctrines. Ça aboutit à la convention de Hambourg en 1969, qui est encore active aujourd'hui, qui est la convention internationale de recherche et sauvetage, et qui est régulièrement mise à jour depuis. On va notamment y créer le système mondial de détresse et de secours en mer, le GMDSS, on en a déjà parlé tout à l'heure, et surtout, on va découper le monde en grands secteurs qu'on appelle SRR, pour Search and Rescue Regions. On va créer de grandes régions qu'on va mettre sous l'autorité administrative et opérationnelle de MRCC. Ces MRCC font autorité suprême dans leur région. Ils gèrent l'alpha
est l'oméga de la sécurité en mer. Et en France, on en a quelques-uns qu'on appelle les CROSS, le Centre régional d'opération de secours et de sauvetage en mer. Les Américains appellent les leurs JRCC pour Joint Rescue Coordination Center. Et donc en France, des CROSS, on en a quelques-uns. On a le CROSS Etel, le CROSS Corsen, le CROSS Griné, tous ces centres-là qui gèrent des régions entières qui vont de la Manche à la Bretagne. On a le CROSS Antilles en Guyane, par exemple, ou on a le CROSS Lagarde en Méditerranée. En l'occurrence, ici, le MRCC qui coordonne les opérations de secours, il s'agit du JRCC Miami, puisque visiblement, dans ce cas de figure, c'est Miami qui a la responsabilité de cette région. Mais retournons à notre fil. À 8h31, le CROSS Griné, il s'agit du MRCC français qui a la responsabilité de la mer du Nord et d'une partie de la Manche, mais qui est également le point de contact pour les autorités françaises vis-à-vis du reste du monde. Alors il reçoit une alerte émanant d'une balise de détresse COSPAS Sarsat de type PLB. Et cette balise est associée au navire de Galan. Il constate que sa position se trouve en plein dans la zone SRR de Miami. Les balises, on va pas rentrer dedans tout de suite, retenez simplement qu'ils captent le signal d'une balise de détresse. À 8h46, temps universel, le CROSS Griné contacte le JRCC de Miami qui lui répond « Détresse également reçue, contact non établi avec le navire ». À 8h59, le CROSS Griné appelle l'armateur du navire suite à l'identification de la compagnie via leur site internet. L'armateur tente alors lui de contacter le navire sans succès et informe que l'équipage et les passagers sont tous de nationalité française. Et là on voit bien la division du travail qui s'opère entre le CROSS français et le JRCC américain. Les Américains s'occupent du déploiement et de la mise en œuvre des opérations de secours, tandis que les Français se concentrent déjà sur la recherche des victimes, le nom de l'équipage, le contact avec l'armateur. Tout cela va extrêmement vite. À 9h04, le FMCC COSPAS Sarsat informe de la réception d'une balise de détresse Hyperb d'un navire sous pavillon Vanuatu à la même position que la balise de détresse PLB. Et là, nous avons l'intervention d'un troisième acteur, le FMCC, le French Mission Control Center. Alors dans les faits, qu'est-ce que c'est? Ça nous vient du programme COSPAS Sarsat. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Eh bien, dans le cadre du GMDSS, on a créé un programme international de surveillance, de monitoring de certaines bandes de fréquences satellites, notamment celles qui regardent les balises de détresse. En général, c'est la bande des 406 MHz. Bref, vous avez cette bande des 406 MHz qui est véritablement dédiée à la détresse sur le réseau satellite. Et le programme qui va monitorer tout ça, c'est le programme COSPAS Sarsat. Et c'est là que ça devient giga cool, parce que le programme COSPAS Sarsat, il est en partie géré ici, à Toulouse, par le CNES, qui dispose de giga antennes paraboliques pour surveiller la bande des 406 MHz. Et cette cellule du CNES à Toulouse s'appelle le FMCC, French Mission Control Center. Bon, à partir de là, il n'y a plus grand-chose d'intéressant pour nous. S'ensuit un va-et-vient entre Miami et le CROSS Antilles, situé en Guyane, qui informe de la récupération des naufragés, de la poursuite de la recherche infructueuse des deux matelots, suivi de leur abandon le 23 mai 2024, 2 jours plus tard. Alors que s'est-il passé? De qui est-ce la faute? L'analyse du BEA se réclame de vouloir s'élever au-dessus de ces questions-là. Ce qui s'est passé, on le sait. On a fait par le menu la chronologie du naufrage. Mais ça ne suffit pas. Un mystérieux nuage qui spawn, un équipage expérimenté, un capitaine pourtant effectivement prudent. Et là, je vous invite à réinvestir ce dont on a parlé en introduction, à repenser à l'analogie des plaques de Reason, car ici dans son analyse, le BEA distingue plusieurs facteurs cumulés qui ont conduit le danger à franchir les défenses du bateau, que sont ici les plaques. Le choix du pavillon national, la situation météo, le choix de la voilure et des dispositifs de décharge à la mer, et enfin, l'envahissement du compartiment moteur et les critères de stabilité du navire.
Mais qu'est-ce qui foutait avec un pavillon du Vanuatu? C'est comme pour beaucoup d'autres navires de commerce, un pavillon de complaisance, à ne pas confondre ici avec un pavillon de courtoisie, et qui sert à se placer sous la législation maritime d'un pays en particulier. Donc les armateurs choisissent en général des pays qui sont plus souples avec les normes et moins énervés fiscalement. C'est pour cela que la plupart des grands navires battent pavillon maltais ou panaméen ou, dans ce cas, vanuatais. Au passage, c'est aussi parfois une façon d'esquiver la réglementation du travail en ce qui concerne les matelots employés à bord. Et oui, mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Ici en 2018, l'armateur BSC a contacté le RIF, c'est le guichet français pour faire enregistrer son bateau et obtenir un pavillon, pour faire passer la goélette sous pavillon tricolore. Mais les normes françaises et a fortiori européennes sont assez draconiennes et le De Galant devait répondre aux exigences des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 UMS. Alors les UMS, on va pas rentrer dedans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Universal Measurement System. Retenez simplement que c'est une valeur sans unité qui rend compte du tonnage d'un navire. Le tonnage, c'est aussi ce qu'on appelle la jauge brute. En anglais, on appelle ça GT pour Gross Tonnage. C'est une expression de la capacité de transport d'un navire à ne surtout pas confondre avec son déplacement qui, lui, rend plutôt compte de sa masse. Celle-ci est exprimée en tonnes, d'où le fait qu'on ne s'y retrouve plus. Tonnes, tonnage, tonneau, jauge brute. Il fallait donc engager des travaux extrêmement coûteux et, associés à une faible rentabilité du cargo à voile, l'armateur s'en est détourné. Des travaux qui auraient, peut-être, permis une meilleure survivabilité de l'équipage le 21 mai 2024. Alors là, on a un très gros morceau et riche d'enseignements. Le BEA a reconstitué indépendamment la situation météo dans la zone et voici ce qui s'est réellement passé. Le 20 mai 2024 à midi, temps universel, la situation générale est caractérisée par une dépression de 1007 hectopascales. Cette dépression se trouve à l'est des États-Unis, elle se déplace lentement de la Floride au nord des Bahamas et se prolonge par un talweg. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Sans refaire toute la météorologie, nous savons que la pression de référence au niveau de la mer est de 1013 hectopascales. On sait que au-dessus, on se trouve dans des conditions plutôt anticycloniques et en dessous, on se trouve dans des conditions plutôt dépressionnaires. Ici, 1007 hectopascales, c'est plutôt dépressionnaire, mais il n'y a pas encore de quoi écrire à la famille. Alors un talweg, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on visualise l'activité des masses d'air et un talweg est une excroissance de masse d'air à basse pression. Comme en topographie, on parle de ligne de crête et de ligne de talweg. En météo, c'est pareil. Si on assimile la pression à du relief, vous avez l'idée. Dans les faits, c'est pas ça qui se passe, mais c'est juste une façon de se représenter les choses. Et alors, dans ce talweg qui nous intéresse, le BEA détermine qu'il s'y trouve un front froid, c'est-à-dire la limite d'une masse d'air froide. C'est une chose qui est associée à tout un tas de phénomènes. Je rentre pas là-dedans non plus. Retenez simplement que c'est une situation qui est déjà propice à des formations orageuses. Le 21 mai à minuit temps universel, il y a peu d'évolution sur la situation générale. Il faut uniquement noter la présence d'un léger talweg sur le sud des Bahamas. Le 21 mai à 6 heures temps universel, la situation montre que le talweg a glissé sur le nord des Bahamas et qu'il est associé à un front d'air froid. Vous l'avez compris, c'est le passage de cette excroissance anormale que l'équipage du De Galant a ressenti. Rappelez-vous, une chute quasi surnaturelle de la température. Hélas, rien de plus naturel en réalité. Le point qui nous intéresse le plus, c'est la présence de cet air froid en altitude qui, associé à l'eau chaude de la mer, 27 degrés quand même, est également très propice à la formation d'orages. Et c'est sûrement ça que le capitaine ne savait pas, que peu de monde sait en réalité, que même le BEA ne savait pas. C'est l'analyse effectuée avec le concours des services Météo France qui l'a révélé. Et sans mauvais jeu de mots, le risque d'orage est désormais cumulé. Des images infrarouges montrent vers 5 heures temps universel la formation de deux cellules distinctes qui vont fusionner vers 7 heures en se décalant vers l'est-nord-est. La supercellule résultante atteint sa maturité vers 7h30 UTC, puis commence à décroître après 8h30. La forme du nuage observé est caractéristique d'un orage tropical, autrement dit
une supercellule. À partir de 8h UTC, la goélette de Galan se situe sur la trajectoire du maximum de cette supercellule. Les précipitations estimées par satellite dans la zone dans laquelle se trouve le navire montrent des pluies fortes à très fortes et correspondent souvent à la zone où les courants de densité sont les plus violents. Et c'est principalement à l'avant de ce genre de précipitations qu'on observe les rafales de vent les plus violentes. En général, avec cette typologie de cellules, c'est 60 à 70 nœuds. Également, à 8h30 UTC, une activité électrique intense a été observée par satellite. Et ce qui est dramatique, c'est que le rapport confirme que les prévisions météorologiques prévues par les modèles indiquent des précipitations très faibles, voire inexistantes pour cette zone. À cette heure, la goélette se situe juste à l'avant du maximum de cette activité, sans en avoir conscience au pire endroit possible. Le 2 Galan a été confronté à une supercellule tropicale dont la position est imprévisible. Le navire est arrivé sur la trajectoire de la supercellule au moment où elle était en pleine phase de maturité, période au cours de la vie d'une cellule où les phénomènes de rafales, de foudre et de précipitation sont les plus importants. Dans ce contexte, le marin doit naviguer avec une prudence particulière, notamment lorsqu'il observe des orages et que la journée a été particulièrement chaude. La variation de la pression atmosphérique du baromètre et l'observation d'un changement brutal de température peuvent être les signes de la naissance ou de la proximité d'une supercellule orageuse, notamment dans les zones tropicales. Lors de la relève de quart de 2 heures, l'observation au radar d'une activité orageuse dans le sud et dans le sud-ouest, puis la présence d'un nuage dans le nord-ouest et d'une baisse très nette de la température aurait pu alerter le capitaine. Le passage de la goélette de Galan sous une supercellule orageuse dont la position ne peut pas être anticipée est un facteur contributif de l'accident. Pourquoi juste un facteur contributif? Eh bien parce que ce n'est pas la supercellule qui a envoyé la goélette par le fond. Vous me direz que la goélette était surtoilée au moment de se faire surprendre. Et vous auriez raison. Mais c'est pas ça qui intéresse les enquêteurs du BEA. La goélette porte 356 mètres carrés de toile. Et le BEA souligne qu'il n'y a à bord aucun dispositif de manœuvre moderne, il faut donc beaucoup de force physique pour les manœuvrer. De plus, le navire a commencé sa carrière gréé en ketch. C'est en 1986 qu'il a été modifié pour un gréement en goélette. À ce moment-là, le navire devait être armé par 20 personnes avec un minimum de 8 personnes. Traduction, en mai 2024, le capitaine était en réalité fortement sous-staffé. Le BEA remarque également que seul le capitaine a une réelle expérience sur ce navire en particulier. Le second effectue en réalité son premier voyage sur la goélette et les matelots 1 et 2 sont toujours en formation. Il est déterminé que sous des conditions favorables, affaler les voiles d'avant nécessite 3 personnes et 3 minutes au minimum. Et affaler le grand voile et la misaine requiert au minimum 3 personnes et 15 minutes, à condition que l'équipage soit expérimenté sur le navire. Autant dire un temps et une ressource humaine que le capitaine n'a de toute façon pas eu. Le BEA précise: en tout état de cause, le gréement d'un navire requiert une telle anticipation des manœuvres qu'il apparaît difficile pour les besoins d'une traversée océanique que le navire puisse naviguer sous voile sans la participation des passagers. Or, les passagers ne peuvent pas être comptabilisés dans l'exploitation commerciale du navire. Et là, le BEA nous fait un rappel très intéressant à la tradition, puisque le navire était gréé de façon traditionnelle. Il nous dit que la voilure était adaptée à une navigation diurne. En effet, avec si peu de vent, on mettrait toute la toile. Sauf que, du temps de la marine à voile, il était de bonne pratique d'affaler pour la nuit. On laissait un petit peu de toile au cas où, pour la sécurité et pour avancer. Mais naviguer sans visibilité, à une période où n'existent ni les radars, ni les satellites, ni les bulletins météo, les navigateurs d'autrefois jouaient la sécurité, particulièrement à une époque où les bateaux coûtaient le prix d'une petite ville. Et on amenait notamment les voiles les plus hautes pour ne pas avoir à faire du trampolino la nuit dans les haubans. Une situation d'autant plus critique que le capitaine manque de bras et a besoin d'anticiper les menaces. Et le BEA note que le capitaine a bien perçu la menace, puisqu'il a fait préparer les manœuvres dès son réveil. Mais trop peu, trop tard. Sans winch et sans treuil, sous les fortes rafales que le navire subissait, la tension était extrême sur les écoutes de Clin-Foc, rendant toute manœuvre rigoureusement impossible. Sans aide mécanique, la manœuvre d'un gréement traditionnel de goélette est épuisante
et longue pour un équipage réduit. À côté de la voilure, il semblerait qu'il y ait eu un souci avec la dimension des dallots. Vous savez ce que c'est, ce sont les ouvertures en bas de la bordée qui sont censées évacuer l'eau de mer lorsqu'il y a prise, que ce soit par gîte, par lame, ou parce que le bateau fait un planté. Eh bien, le témoignage du second semble indiquer qu'ils n'ont pas évacué l'eau assez vite, ce qui a empêché le redressement du navire après la première rafale. C'est un élément qui est plus anecdotique, mais le BEA le retient comme un facteur contributif mineur à l'incident. J'en viens maintenant à ce qui a véritablement scellé le sort de la goélette. Le capitaine décide de démarrer les pompes de cale, et il a raison, car il craint un phénomène de carène liquide. Et là, vous commencez à connaître la musique, on va pas trop rentrer dans les détails, c'est quelque chose auquel on pourrait dédier une session tout entière. Vous me direz d'ailleurs si ça vous plairait. On voit ça très très tôt, en soi c'est plutôt simple, mais c'est les maths de ce truc qui peuvent devenir velus. En gros, vous avez une masse, un ballast liquide au fond du bateau. Elle se déplace avec le roulis du navire et en plus d'être en soi un danger, elle va provoquer des variations brutales et catastrophiques, non seulement du centre de gravité du navire qui se situe au-dessus de la ligne de flottaison, quand tout va bien, mais également du centre de carène, ce qu'on appelle the center of buoyancy en anglais. C'est littéralement le centre de flottabilité. Le centre de gravité, vous savez ce que c'est le point à partir duquel s'applique le poids du bateau vers le centre de la Terre. Le centre de carène, c'est le point à partir duquel s'applique la poussée d'Archimède, qui va repousser le bateau vers le haut. Qu'est-ce qui fait qu'un bateau flotte? Eh bien, vous avez ces deux forces-là, qui en général sont égales l'une à l'autre, et qui sont censées s'annuler. Si la position de ces deux points-là varie sur le bateau, vous avez un effet de couple qui peut provoquer un chavirage catastrophique. C'est un phénomène qui est ultra connu, ultra recherché, ultra enseigné, non seulement dans le maritime, mais aussi par exemple dans le transport routier. Et oui, c'est pour cela, par exemple, que les camions-citernes sont équipés de parois trouées qui laissent les fluides se balader tout en cassant leur inertie. Dans le maritime, les ferries sont particulièrement exposés du fait qu'ils soient ouverts longitudinalement. Et c'est d'ailleurs l'une des causes majeures du tristement célébrissime naufrage du ferry Estonia en septembre 1994 en mer Baltique. Dans le milieu, la perte de ce ferry qui coule en quelques minutes avec 989 personnes à bord fait date et encore aujourd'hui l'objet de nombreuses études. Alors le capitaine n'a pas de commande à distance pour activer le groupe électrogène et il se rend dans le compartiment moteur en laissant ouverte la trappe d'accès. La suite, vous la connaissez, le navire se couche sur bâbord et le compartiment moteur est stricto sensu, noyé jusqu'au plafond. Le capitaine manque d'ailleurs d'y laisser la vie. Le navire n'a plus la réserve de flottabilité suffisante pour se maintenir à la surface. Et c'est à cet instant-là que le navire est factuellement perdu. Le capitaine d'ailleurs le comprend instantanément puisque c'est là qu'il décide de l'abandon. Le BEA note que l'impossibilité de démarrer la pompe et de disposer de l'assèchement à distance, l'ouverture de l'accès au compartiment moteur lors de la deuxième inclinaison du navire, constituent des éléments contributifs à l'accident. Il note également en facteur mineur l'ouverture de l'accès au poste d'équipage qui est restée ouverte et qui n'a pas dû aider non plus. À partir d'ici, il est nécessaire de prendre un petit peu de recul sur le phasage de l'incident, parce que là, on rentre dans un tout nouveau paradigme de prise de décision. Le navire est perdu, l'équipage est en détresse, le naufrage commence. Le schéma mental dans lequel le capitaine doit se trouver pour prendre des décisions est nécessairement différent. D'ailleurs, le BEA note que les décisions du capitaine ont été rapides, correctes et décisives. Il a compris immédiatement la nécessité de préparer l'évacuation. S'il avait perdu plus de temps à essayer de s'enferrer à sauver le navire, le bilan aurait probablement été beaucoup plus lourd. Il a donné l'alerte à temps. Rappelez-vous le premier signal de détresse reçu par le réseau Iridium. C'est celui que le capitaine a eu le temps de lancer avant que les batteries auxiliaires ne soient noyées dans la passerelle. Les combinaisons de survie ont été distribuées rapidement et il a rassemblé l'équipage sur l'arrière tribord du navire pour le protéger de la gîte. Vous voyez ici, d'après les témoignages, le capitaine et le second ont littéralement
encadrer l'équipage. Pour autant, les témoignages concordent pour dire que le matelot numéro 2 n'avait que partiellement enfilé sa combinaison de survie. Il semblerait que l'équipage n'ait pas été familiarisé avec elle et n'ait pas drillé leur déploiement. Pour rappel, un drill, c'est plus qu'une initiation et c'est plus qu'un entraînement. C'est une répétition qui vise à acquérir des gestes que l'on va pouvoir reproduire et mettre en œuvre sous un stress important. Donc le navire s'enfonce et les témoignages concordent pour dire que l'équipage aurait été momentanément aspiré par le navire. Le BEA émet une hypothèse qu'il qualifie de plus que probable, selon laquelle les 2 matelots se soient trouvés entravés sous l'eau par les voiles et les écoutes et soient descendus avec le navire. Le second, lui, dans son témoignage, estime que entre le moment de son réveil et le moment du naufrage, il s'est écoulé moins de 5 minutes. Et pour clore ce chapitre d'analyse, je vous laisse avec la citation conclusive du BEA. En dépit de la réaction rapide du capitaine, la soudaineté de l'événement montre toute l'importance de pouvoir s'équiper rapidement avec une combinaison de survie. La seule démonstration ne suffit pas toujours. L'essai de la combinaison de survie par chaque personne embarquée est à rechercher, notamment en vue d'une traversée océanique. Et je pense qu'il est nécessaire d'extrapoler cette affirmation aux gilets de sauvetage, aux longes, aux harnais et à l'équipement de sécurité de manière générale. Alors maintenant, je vais diviser mes conclusions en 2 parties et on va d'abord suivre celle du BEA, puis je vais vous livrer mes conclusions sur ce que j'essaye de vous montrer à travers l'analyse de cet incident. À la suite de ce naufrage, le BEA émet 10 enseignements et une recommandation. Conformément à ce dont je vous parlais au début de la vidéo, on n'est en aucun cas sur une recherche de responsabilité, mais une recherche de cause et d'enseignement à diffuser le plus largement possible. Mais alors, qu'est-ce que nous apprenons de cet incident? On va commencer avec le plus important d'abord. Par beau temps chaud, l'arrivée d'un front froid ou d'une dépression fortement alimentée en air froid d'altitude sur une mer dont la température est élevée présente un risque d'orage violent à l'avant du front. Voilà quelque chose qui n'est pas dans les livres et qui ne sera pas dans les bulletins météo. C'est aux commandants de bord de prendre leur rapport météo avant de partir, mais aussi de faire leur propre analyse. Même en plaisance, avant d'appareiller, on regarde une carte isobar, la localisation des fronts et des perturbations dépressionnaires, en sachant comment tout ça se combine et les phénomènes que ça va engendrer. Ensuite, plusieurs enseignements que je considère liés par l'ancienneté du navire et par sa volonté de rester traditionnel. Lors de la rénovation d'un voilier ancien, il est préférable de conserver le gréement d'origine pour ne pas modifier la conception initiale de l'architecte. À l'origine, effectivement, le deux galants était gréé en ketch, beaucoup plus facile à manœuvrer qu'une goélette. Certes. Un troisième enseignement, l'utilisation d'un navire ancien comme voilier de charge doit prendre en compte la relative faiblesse des équipages actuels et adapter le gréement pour faciliter la manœuvre, par exemple en ajoutant des winches et en gréant les voiles avant sur enrouleur. Ici par exemple, je vous présente l'Iris qui est le sister ship du deux galants et qui, d'une part, est resté gréé en ketch et d'autre part, qui a modernisé son équipement de pont avec des winches et des voiles d'avant sur enrouleur. Un quatrième enseignement, sur les navires d'une jauge brute de moins de 500 unités, il est utile de disposer par local d'une petite pompe d'assèchement démarrable à distance, en plus de la pompe d'assèchement principale. Évidemment, maintenir le navire dans une situation d'étanchéité la plus élevée possible. Ici, le BEA ajoute notamment lorsque le risque d'orage est important. Dans la mesure du possible, la combinaison de survie doit être essayée par tous et ne doit pas se limiter à une seule démonstration. Pour les navires anciens, il faudrait vérifier le dimensionnement des capacités des dispositifs de décharge de l'eau de mer, c'est ce qu'on appelle DALO, pour évacuer une forte quantité d'eau de mer accumulée sur le pont. Huitième enseignement, affaler les voiles hautes à la tombée du jour comme cela se faisait traditionnellement pour éviter, en cas d'urgence, des manœuvres délicates de nuit. On peut, selon moi, extrapoler cet enseignement pour se dire que, dans le cadre d'une navigation en plaisance sur un sloop, de nuit, on réduit la voilure, on prend des ris, on garde suffisamment de vitesse pour le confort, mais tout en se ménageant une enveloppe de sécurité. Pour continuer, le BEA note qu'il faudrait privilégier
l'emploi de cargos modernes. Et enfin, en 10e enseignement, les passagers doivent être considérés comme tels et ne doivent pas être nécessaires pour la manœuvre des voiles ni pour toute autre activité. Enfin, le BEA adresse la recommandation suivante. À l'état du pavillon, le Vanuatu, recommandation R10 pour 2025, prendre en compte dans la décision d'effectif minimale les besoins spécifiques pour la manœuvre des voiles et non pas seulement ceux pour la navigation au moteur. Alors, on est descendu assez profondément dans les choses à l'occasion de cet accident, à faire des notions d'accidentologie, à entrer dans le déroulé minuté des événements sous différentes perspectives, dans l'explication de nombreux phénomènes, procédures et architectures. On a pris connaissance des enseignements directs émis par le BEAMER. Pourquoi? Eh bien parce que je veux, à l'occasion de rapports comme celui-ci, en profiter pour vous introduire à des choses théoriques. On a fait de la météo, on a fait de l'architecture SAR, on a vu des concepts essentiels de stabilité navale, tout plein de choses qui sont vues et acquises pour tout chef de bord formé. On est resté superficiel et schématique, chacun de ces sujets sont, vous en doutez, immensément plus complexes. On en fera peut-être des vidéos dédiées dans d'autres sessions, à vous de me dire si ça vous plairait. Ensuite, parce que à la lecture de ces rapports, on en apprend aussi à travers les lignes sur les us et coutumes, les pratiques établies du monde de la mer. Que ça ait un lien ou non avec l'incident, on a accès à la façon dont les autres se sont organisés pour gérer leur navigation. Et ça participe d'une exposition à la culture maritime, ainsi qu'à une forme de préhension de la normalité, si vous voulez. En somme, c'est aussi une façon de sortir des bouquins, qui n'expliquent certainement pas tout, et en même temps de faire face à l'étroitesse normale de notre expérience humaine. On vient s'imprégner de comment font les autres. Le capitaine du Deux Galants a peut-être ou peut-être pas commis des erreurs, il n'en reste pas moins un homme de mer, un homme de métier, avec une forte expérience, dans une position difficile de leader, et quand il décide d'organiser ses cars comme ci ou comme ça, de disposer de sa cargaison comme ci ou comme ça, de craindre tel phénomène ou tel autre, eh bien on n'est pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde écoute. Enfin, une dernière grande raison, et peut-être la plus importante, elle est liée à la sécurité de nos navigations. C'est que cette culture accidentologique, elle permet de préactiver des scénarios. Que ce soit pour le jour où nous aurions à notre tour un problème, ou qu'il nous faille porter assistance à un autre navire, et nous aussi intégrer un dispositif de recherche et sauvetage. Là, on est sur de la formation de chef de bord, très clairement, mais ce n'est absolument pas inutile qu'on la diffuse le plus largement possible. Cette préactivation est largement nécessaire à 2 titres. Tout d'abord parce que, quand ça sera notre tour, le stress, les éléments, le brouillard de guerre, tout ça va impacter notre capacité à prendre des décisions. Et notre cerveau de chimpanzé va être plus enclin à se rabattre sur ce qu'il connaît plutôt qu'à improviser dans une situation qu'il ne connaît pas. On ne s'élève pas à la hauteur de ses attentes, on retombe sur le niveau de son entraînement. En second lieu, de façon plus diffuse, cette préactivation va permettre à notre inconscient de reconnaître très en amont des situations, des enchaînements, des signaux faibles potentiellement accidentogènes. Parfois, on reconnaîtra clairement la mise en place d'un scénario à risque, parfois ça sera autre chose, une intuition, un pressentiment, une gêne à la frontière de la conscience qui fera souffler à la petite voix du commandant de bord « Ah, là je sais pas pourquoi, j'aime pas ce qui se passe ». Voilà tout ce que j'avais à vous dire de technique sur ce rapport, et avant de vous quitter, je voulais vous laisser avec un tout dernier point. Pour des raisons évidentes, il est nécessaire d'aborder les rapports d'accident d'un point de vue objectif, ce qui nécessite de déshumaniser un petit peu les événements qu'on observe. La réalité, c'est que ça fait toujours mal au cœur de lire les circonstances dans lesquelles des gens ont pu perdre la vie. Le 21 mai 2024, le naufrage du Deux Galants a coûté la vie à 2 personnes dont les corps n'ont pas été retrouvés. 2 matelots qualifiés, il s'agissait de Emma, 31 ans, et de Léa, 29 ans. Cette vidéo touche à sa fin, elle est déjà bien longue, mais ça m'a fait très plaisir de vous partager tout ça. N'hésitez pas, je vous en supplie, à me dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, si vous en voulez encore, parce qu'on est très loin d'avoir tout abordé. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon vent.